دونك هاي من بعد ما خلصنا الميثود de نيوتن لكن بنعمل méthode de point fixe. Méthode du point fixe, le but quand même c'est de résoudre l'équation f de x égale 0. Pour résoudre l'équation f de x égale 0 هالمرة شو رح نعمل؟ رح نجي ناخد une fonction تانية g على شرط هاي الفونكسيون g إذا بلاقي لها un point fixe بكون لقيت راسين للf. شو يعني؟ يعني بيجي بقول أنا مثلا soit g de x égale x moins f de x. اعتبروا أنا هاي الفونكسيون g je cherche à lui trouver un point fixe. شو يعني un point fixe؟ يعني c'est un point tel que g de ce point égale ce point. يعني g de x égale x. أو بالأحرى هون سميتها g de s égale s. Donc إذا أنا je trouve un point tel que g de s égale s. شو يعني؟ معناتها s égale s moins f de s. يعني f de s égale 0. Donc إذا أنا لقيت un point fixe là g, qu'on لقيت une racine de f. Donc maintenant mon travail c'est de trouver le point fixe de g et trouver أصلا g شو هي g. ok. هلا ليش هيك عم بعمل هيك لأنه parfois c'est plus facile de trouver un point fixe d'une certaine fonction g que de trouver la racine de la fonction f. D'accord? Donc la question, les deux questions qui se posent alors maintenant, c'est comment je peux construire une telle fonction g, comment je peux trouver le point fixe de g. Donc, S n'est autre que la racine R de f. Alors, la recherche du point fixe de g est équivalente à celui de la recherche de la racine R de f. Ok. Remarquez cependant que le choix de g n'est pas unique. Donc, en fait, je peux trouver plusieurs fonctions g. Par exemple, si je mets ici, au lieu de cette définition que je viens de faire là, g de x égale x moins f de x, ok, je vais prendre une fonction g telle que g de x égale, par exemple, x moins 5f de x. Ok, si je prends un point s tel que g de s égale s et je remplace, j'aurai quoi? J'aurai 5f de s égale 0, alors f de s égale 0, alors s est aussi une racine. Donc, même si le g n'est pas x moins f de x, il est x moins 5 f de x, ou bien de la forme x moins quelque chose fois f de x, ça peut marcher aussi. Ok. Donc le choix de g n'est pas unique. Donc maintenant, il faut évidemment construire un schéma. Donc ce qu'on va faire est le suivant. On va dire, pour déterminer le point fixe de g, supposons que g est connu maintenant, pour déterminer le point fixe de g, on va raisonner comme suit. On va prendre un point initial, commencer par ce point initial, et calculer à chaque fois g du point qu'on calcule. Yani, si on prend x0, à partir de x0, on calcule x1 qui est le g de x0. Ensuite, on va calculer le x2 qui est le g de x1 et ainsi de suite. Et ce qu'on dit ici, c'est le suivant. Si on fait ce calcul-là, x1, x2, x3, x8 égale g de x7, etc., on va se rapprocher du point fixe de la fonction g. Avant de démontrer que cette suite, elle existe, elle est bien définie, et avant de démontrer qu'elle converge vers la racine, essayons de regarder un peu un exemple avec les deux fonctions là que j'ai fait, le cosinus x et le racine de x. Ok, essayons de regarder qu'est-ce qui se passe, comment ces itérations fonctionnent-elles et qu'est-ce que ça donne quoi en fait. Ok. Donc si on regarde là, sur ces deux schémas, on voit qu'on a une fonction, je vais dessiner une fonction à côté pour que ce soit plus clair et puis on revient au schéma. Ok, si on a une fonction qui fait ceci et elle descend, donc une fonction, là je parle de la fonction g, donc je cherche un point fixe de ce g là. Un point fixe, c'est un point d'intersection avec y égale x. D'accord? Donc je cherche ce point-là. Si on commence par un point initial x0, comme je viens de mentionner dans le schéma là, ça c'est un x0. Et je calcule g de x0. Il est où le g de x0? G de x0, alors il est là. Donc je monte. Voilà.
Là, c'est le g de x0. Maintenant, je vais calculer, donc ça, ce g de x0, je vais l'appeler, g de x0, je vais l'appeler x1. Et je vais le mettre sur l'axe des abscisses pour calculer le g de x1. C'était ainsi le schéma. Donc, si ça, c'est un point que je vais appeler x1, pour le positionner sur l'axe des abscisses, en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, je prolonge ceci pour rencontrer y égale x, et puis je descends là, et c'est ça le x1, il est là. Donc le point x1 il est là. Maintenant je calcule le g de x1 qui est là. Et après avoir calculé le g de x1, je vais retrouver le x2 qui est l'image, pardon, là j'ai calculé le g de x1 qui est le x2. Maintenant je vais calculer le x3 qui est le g de x2. Donc ça c'est un point qui est ici. Je vais prendre le point d'intersection avec l'axe y égale x et ainsi de suite. Je fais la même chose. Donc je reviens vers le schéma que j'avais ici. Donc j'ai commencé vers ce schéma-là. Donc j'ai commencé avec un point x1 ici. J'ai calculé son g. Il est là. Ensuite, ce g-là, j'ai retrouvé, si vous voulez, je vais dessiner à côté. J'ai retrouvé le point x2 qui est le g de x1, mais je l'ai positionné sur l'axe des x. Comment? En faisant ce tiret bleu ici, je rencontre l'axe y égale x, ou bien la droite y égale x, et puis je retrouve le point x2 là, tel que x2 égale g de x1. Et puis je remonte pour calculer le g de x2. Après avoir calculé le g de x2, je vais positionner le x3 qui est g de x2 sur l'axe des x. Donc je vais rencontrer y égale x et voilà le x3. Et alors je calcule le g de x3 qui est là et ainsi de suite. Et je trouve que je suis en train de tourner et tourner pour converger vers le point y égale g de x égale x, donc le point fixe de g. Dans un autre type de schéma, celui d'à côté, donc j'ai une fonction qui est croissante de cette manière-là. Pareil, j'ai commencé avec le x1, je calcule l'image, ensuite, pardon, excusez-moi, donc je calcule l'image qui est là. Ensuite, je vais aller jusqu'à l'axe des y égale x pour savoir vers là, pour savoir où est-ce qu'il est le x2. Ensuite, je calcule le g de x2 et pareil, ainsi de suite. Et je converge vers le point fixe g de s égale s. D'accord? Donc là, on voit ce qui se passe. Mais le dessin que j'ai dessiné à côté, je l'ai fait comme ça pour vous montrer que dans ce cas-là, j'étais un peu proche avec mon choix de x0, j'étais pas très loin de S, qui est le point fixe. Mais quand j'ai fait la première itération, je constate que le x1, il va plus loin. Donc, je m'éloigne du point fixe. Donc, parfois, je ne vais pas converger, je vais diverger. Et là, on va étudier ce cas-là. Donc, on va voir si on va converger tout le temps ou bien quand est-ce qu'on converge. D'accord? Pour arriver au théorème qui me donne l'existence et la convergence, en fait, je vais définir deux petites choses. Déjà, c'est quoi une fonction contractante? Que vous savez déjà, je crois. Donc, on dit que G est une fonction contractante ou bien une contraction sur un intervalle I, elle est définie sur I, quand il existe une constante K qui est entre 0 et 1, telle que G de X moins G de Y est plus petit que Kx moins Y. D'accord? Donc, si ma fonction, elle est comme ça, si je choisis deux points n'importe lesquels, x et y, il faut toujours que la pente de cette corde-là, qui est g de x moins g de y sur x moins y, soit inférieure à k, qui est entre 0 et 1. Donc, soit entre 0 et 1 strictement. D'accord? Donc, si j'ai ça, donc je n'ai aucun point où la pente de la corde devient plus grande que 1, alors ma fonction, elle est contractante. Ensuite, pour ceux qui ont fait, pour vous tous, quoi, vous avez fait le cours d'analyse où vous avez étudié la contraction, donc le fait qu'une fonction soit contractante ou bien une fonction soit lipschitzienne, c'est ça en fait lipschitzienne,
mais lipschitzienne, K peut être n'importe quoi. Pour une fonction contractante, elle est lipschitzienne, telle que K est entre 0 et 1. Donc si on a une fonction contractante, alors elle est continue évidemment. Ça, pour ceux qui ont fait ce cours-là, vous avez fait la démonstration sans doute de ce résultat. Et ensuite, si G est dérivable, pour qu'elle soit contractante, il suffit que sa dérivée ait une borne supérieure inférieure à K. Donc le maximum que la dérivée peut atteindre est quelque chose qui est strictement inférieur à K. Si on a ça, donc ça implique que G est contractante de rapport K. D'accord? Donc on peut démontrer ces résultats facilement, c'est pas difficile à les faire. Donc ensuite, avant aussi de faire le théorème, je rappelle que le choix de la fonction G n'est pas unique et j'ai déjà parlé de ça. Et je prends un exemple qui est G de x égale x plus quelque chose fois f de x. Au début, j'ai mis 5. Là, je vais mettre 1 sur la dérivée de f de x. Pourquoi pas? Et moins 1 sur la dérivée de f de x. Si je mets ça, donc c'est une méthode de point fixe. D'accord? C'est la même méthode que je viens de définir là. Mais à condition que mon paramètre devant f, c'est ça. Et en fait, ça coïncide avec la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton est une méthode de point fixe. C'est la même chose, mais avec le coefficient de f étant moins 1 sur f' de x. D'accord? Maintenant, on donne le théorème essentiel, ou bien principal. Si I est un intervalle fermé, non nécessairement borné, j'ai une fonction continue sur I. Alors, si on a G une contractante de constante K, acquise K entre 0 et 1, si G de I est inclus dans I, donc ceci est nécessaire pour que la suite soit bien définie, parce que si on calcule G de x5 et ça donne x6, mais x6 n'est pas dans I, donc n'est pas dans le domaine de G, donc on ne peut plus calculer G de x6, d'accord? Donc il faut que G de I soit inclus dans I pour que la suite soit bien définie. Donc si on a ces deux hypothèses, alors G admet un point fixe dans I, que j'appelle R ici, et pour tout x0, point initial choisi, pour n'importe quel x0 que vous choisissez comme point initial, la suite donnée par Gxn plus 1 égale G de xn. Si vous calculez G de x0, ensuite G de x1, ensuite G de x2, etc., elle est bien définie déjà. Donc ça, c'est la première chose, elle est bien définie. Ces termes restent dans I, évidemment, pour qu'elle soit bien définie, et elle converge vers R. D'accord? De plus, on peut démontrer que à chaque étape, la différence entre deux itérés consécutifs est inférieure à la différence entre les deux itérés d'avant avec un rapport K entre 0 et 1. Et ceci va impliquer évidemment facilement, c'est pas difficile, quand on recule jusqu'à x0, que xn plus 1 moins xn est inférieur à k puissance n fois x1 moins x0. D'accord? Ensuite, on peut démontrer aussi que la différence entre r et xn, donc la racine qu'on cherche, et l'itéré xn, est inférieure à 1 sur 1 moins k xn plus 1 moins xn, qui est inférieur au terme d'avant, d'après 2,8, d'après ça, d'accord? Et ainsi de suite, il est inférieur à kn sur 1 moins k x1 moins x0, ce qui est très important aussi, d'accord? Parce que ça nous permet de savoir peut-être combien d'itérations on a besoin pour avoir une certaine erreur entre R et Xn. Donc pour ce théorème, on ne va pas faire la démonstration maintenant, on va continuer, mais pour ce théorème, il est le théorème principal qu'il faut savoir sans faute. D'accord? Donc, remarque, ce théorème reste valable si on remplace I par R. Donc si la fonction elle est contractante sur tout R, on peut procéder dans le théorème sans problème. Les conditions de ce théorème sont suffisantes mais non nécessaires. On peut avoir une fonction qui ne satisfait pas toutes ces conditions, mais qui converge avec un algorithme de point fixe. Mais le problème, c'est que si on n'a pas ces conditions, on ne peut rien savoir. Donc, on ne peut rien affirmer, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir si on peut utiliser le théorème du point fixe ou pas. Ou bien le schéma du point fixe. D'accord? Donc si on n'a pas ces conditions,
la seule réponse qu'on peut dire, on ne sait pas. On ne sait pas si ça converge ou pas. Si dans ce théorème, à la place de G contractante, on peut, on peut attester que G' de X en valeur absolue est inférieur ou égal à un certain Q qui est inférieur à strictement à 1, alors on peut déduire que G est contractante et continuer le théorème. Donc, on peut remplacer l'hypothèse G contractante par ceci. D'accord? Donc, on remplace dans ce cas K par Q. Halla. Parfois, on ne peut pas savoir si G est contractante tout le temps, ou bien G peut ne pas être contractante, mais peut-être entre dans un voisinage du point fixe, elle est contractante. Yani, ce que je veux dire qu'elle est contractante, on a dit qu'il est suffisant de dire que G' est inférieur à Q qui est inférieur à 1. D'accord? Mais donc la dérivée est inférieure à 1. Maintenant, si la dérivée n'est pas inférieure à 1 partout, mais elle est inférieure à 1 dans un voisinage de la racine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, elle fait comme ça peut-être. Ça, c'est le y égale x. Et la fonction, elle fait par exemple ça, ça, et puis hop, elle passe, non, pardon. Je change un peu. Donc, ça, c'est le y égale x, on a dit. Et la fonction, elle passe comme ça, et puis redescend. D'accord? Donc, on remarque que au voisinage du point fixe, la dérivée est entre 0 et 1, la pente est entre 0 et 1. D'accord? En valeur absolue, évidemment. Mais ailleurs, non, elle n'est pas entre 0 et 1, peut-être. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on peut appliquer le théorème de convergence du schéma de point fixe dans ce voisinage-là. Comment? On choisit le x0 dans ce voisinage. Et on oublie tout ce qui reste, tout ce qui est à l'extérieur. On choisit x0 qui est là. Et on fait notre calcul. Et ça va converger vers la racine. D'accord? Donc, en fait, pour dire ça, il suffit que la dérivée de g au point R, au point à la racine, soit inférieure à 1. Parce que si c'était le cas, si la dérivée de g au point R est inférieure à 1, et c'est ce que je dis dans ce théorème-là, alors, si la dérivée ici est inférieure à 1, alors il existe au moins un petit voisinage autour de la racine où la dérivée reste inférieure à 1. Parce qu'elle ne peut pas être inférieure à 1 en ce point, et juste à côté, elle est supérieure à 1. Donc, on peut trouver au moins un tout petit voisinage au voisinage autour de ce point fixe, où la dérivée reste entre 0 et 1. Alors, dans ce voisinage-là, on peut trouver un x0, débuter le schéma, et puis converger vers la racine. Donc, alors, il existe un epsilon positif, tel que si x0 satisfait r moins x0 plus petit que epsilon dans ce voisinage, la suite xn donnée par xn plus 1 égale g de xn converge vers r. D'accord? Donc, ceci, évidemment, est un résultat de la continuité de la fonction. C'est parce que la fonction, elle est continue. Donc, si on reprend les exemples avec la fonction f égale x moins sinus 2x moins 0,5, g de x égale x3 moins 3x plus 1. Donc, si on prend ces deux fonctions et on leur associe des fonctions g, quand je dis g, je parle de la fonction à laquelle on va chercher le point fixe. Là, je vais l'appeler i, c'est pas g parce qu'on a déjà un g. Ça, c'est i et ça, c'est h, par exemple. Donc, si on prend le point i, la fonction i, pardon, qui est sinus 2x plus 0,5, on peut remarquer facilement que si i de x égale x, alors ce x-là devient une racine de f. Et si h de x égale x, alors ce point fixe de h est une racine de g. D'accord? Et vous voyez, vous pouvez construire ces i et h de plusieurs manières. Donc, dans le tableau suivant là, on va regarder les deux tableaux qui donnent les valeurs de la fonction de la suite xn construite avec le schéma du point fixe. Et on remarque que si vous regardez la fonction g, on se rapproche d'un certain nombre, vous voyez. Donc 0,34, 7, 0,34, 7 ici. 7, 2, 9, 7, 2, 9, 7, 2, 9, 6, ça change plus. D'accord, donc ça c'est la racine.
Ça, c'est le point fixe de la fonction h, qui est la racine de la fonction g. Par contre, si on regarde f, on ne converge pas. On est en train d'alterner, d'aller en haut et en bas, en haut et en bas tout le temps. D'accord? Donc là, ça ne converge pas. Ça fait n'importe quoi. Et donc, si vous essayez, allez essayer de dessiner ces deux fonctions sur un logiciel qui donne des graphes et vous allez voir comment elle est la fonction f et essayez de voir vraiment pourquoi ça diverge. C'est un exercice à vous de faire. D'accord? Donc, quelques mots sur la convergence du point fixe. En fait, le théorème le théorème principal là qu'on vient de faire est un théorème qui dit que la convergence de la méthode de point fixe ou bien de la suite R-XN, ce terme d'erreur, il est contrôlé, il est inférieur à quelque chose qui dépend de la valeur de K, qui est la borne supérieure de la dérivée. Or, en fait, ceci est décevant parce que ceci signifie que l'ordre de la convergence il n'est pas très bien. Mais en fait, on peut faire mieux. Ce qu'on fait dans ce qui suit, c'est dire que la convergence de la suite ne dépend pas vraiment de la borne supérieure de la dérivée, mais dépend de la valeur de la dérivée au point S. Et là, c'est ce qu'on va faire dans ce qui suit. Et ce qui rend la méthode plus intéressante, plus qu'avant, quoi. D'accord? Donc, c'est ça le sujet de notre prochaine vidéo.